Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont décidé de respecter la décision de la Chambre spéciale du Tribunal international des droits de la mer relative à la délimitation de la frontière maritime entre les deux pays. Un comité conjoint ivoiro-ghanéen chargé de la mise en œuvre de cette décision a été mis en place. Il s'est réuni pour la deuxième fois à Accra, au Ghana. Les pèlerins ivoiriens sont présentement en Terre Sainte en Arabie Saoudite dans le cadre du pèlerinage à la Mecque pour leur permettre de bien accomplir le 5e pilier de l'islam. Plusieurs commissions ont été mises en place par les autorités ivoiriennes. Et puis au Mali, le candidat de l'opposition Soumaïla Cissé rejette depuis hier lundi à l'avance déjà les résultats du second tour de la présidentielle entachée selon lui de fraude. Il appelle les Maliens à se lever. Rappelons que pour le second tour, Soumaïla Cissé était opposé dimanche dernier au président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Nous vous le disions à l'instant, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont décidé de respecter la décision de la Chambre spéciale du Tribunal international des droits de la mer relative à la délimitation de la frontière maritime entre les deux pays. Un comité conjoint ivoiro-ghanéen chargé de la mise en œuvre de cette décision a été mis en place. Il s'est réuni pour la deuxième fois à Accra, au Ghana. Les détails de cette rencontre avec Wilfried Hermann-Divé. La poignée de main qui rassure. La poignée de main qui conforte l'accord trouvé entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. La poignée de main qui traduit l'engagement des deux parties à tout mettre en œuvre pour la bonne conduite des décisions qui sortiront du comité conjoint ivoiro-ghanéen issu de la décision de la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer. La création de ce comité conjoint réaffirme les bonnes relations de fraternité et de coopération qui existent entre les deux pays. Une deuxième réunion de ce comité conjoint, deux pays, deux acteurs, Adama Toungara, médiateur de la République de Côte d'Ivoire, et Yao Osafo Maafo, ministre d'État du Ghana. Pour rappel, les deux pays se disputaient la paternité d'une zone maritime riche en pétrole, dans le cadre de la mise en œuvre de la décision de la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer. Cette deuxième réunion du comité conjoint ivoiro-ghanéen s'est tenue à Accra. Au terme de celle-ci, le Ghana trouve acceptable la carte comportant le tracé des points pour la frontière maritime proposée par la Côte d'Ivoire. Au terme de cette rencontre, les parties ont conjointement reporté les 7 points et l'azimut conformément à la décision du Tribunal international du droit de la mer et ont convenu d'adopter à leur prochaine réunion en octobre 2018 en Côte d'Ivoire un document qui matérialise ce tracé de la frontière maritime. Figurera également sur la table des discussions pour leur prochaine rencontre le projet de protocole d'accord cadre de coopération en matière de frontières maritimes, d'hydrocarbures et d'autres ressources naturelles entre les deux pays. Un commentaire de Wilfried Hermann-Divé. Revenons en Côte d'Ivoire pour dire que les transporteurs de la région du Lodjibois ne vont plus se rendre à Gagnoa ou à Abidjan, ici même pour établir leur titre de transport. Un centre de gestion intégré du ministère des Transports a été ouvert à Divo, le chef-lieu de région. Aboubacar Chekakone y était pour RTI 1. Yobale Guamene est promoteur d'auto-école dans la ville de Divo depuis près de 30 ans. Pour établir les documents relatifs au permis de conduire de ses apprenants, Yobale effectue tous les mois des allées et venues entre sa ville et les centres de gestion intégrés de Gagnoa ou d'Abidjan. Une situation qui cause certes d'énormes désagréments à ce chef d'entreprise, mais bien plus aux candidats à la conduite dans cette région. Nous avons des demandeurs qui sont dans les campements, dans les villages, qui sont reculés. Et là aussi, les pistes villageoises sont un peu dans un mauvais état. Donc c'est véritablement un frein. Et pour cela, certains préfèrent aller s'orienter vers Abidjan ou d'autres régions pour apprendre à conduire et avoir les permis de conduire. Ou il y en a même qui n'en font même pas du tout parce qu'ils ne peuvent pas effectuer ce déplacement. Un cri de cœur entendu par les autorités compétentes qui ont décidé de doter la région du Lodjibois d'un centre de gestion intégré afin de soulager les transporteurs et les populations pour l'établissement de leur titre de transport. C'est un bâtiment flambant neuf avec toutes les commodités. Coût des travaux, 70 millions de francs CFA. On ne va pas se lever à 4 h à 3 h pour attendre quelque part. Donc c'est vraiment l'une des visions du gouvernement qui était de rapprocher davantage les usagers
de la production et aussi regrouper sur un même site tous ceux qui concourent à produire les titres de transport. Pour les populations et les transporteurs de la région, l'ouverture de ce centre est une véritable aubaine. L'avantage pour nous, c'est énorme. Le coût, c'était le triple des dépenses. Il fallait payer l'hôtel, le risque des voyages, tout, la nourriture. Au lieu de 20 000 pour échanger un permis, tu te retrouves à presque 60 000. Pour l'opérateur en charge des centres de gestion intégrés, cet investissement s'inscrit dans la vision du gouvernement qui vise à rapprocher davantage les services de l'administration du transport aux usagers et à leur assurer une meilleure qualité de service. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de ce centre régional du Lodjibois, vous avez la même qualité de prestation comme si vous étiez à Abidjan, comme si vous étiez à Korogo, à Boundiali ou que vous vous trouviez sur le territoire national. Donc c'est le premier acquis, uniformisation, meilleure accessibilité au niveau des services de transport. Implanté depuis 4 ans, cet opérateur a investi près de 17 milliards de francs CFA dans la construction de 30 centres de gestion intégrés sur toute l'étendue du territoire. Il prévoit passer dans les mois à venir à une autre phase, celle de la digitalisation dans l'établissement des titres de transport afin de dématérialiser les procédures. Notons qu'au cours de cette cérémonie d'inauguration, des kits d'authentification des titres de transport ont été remis aux forces de l'ordre du chef-lieu de région. Aboubakar Cheikh connaît les taux de déclaration de naissance et de décès à l'état civil en Côte d'Ivoire sont encore faibles, même si des améliorations sont notées ces dernières années. Pour sensibiliser les populations sur la nécessité de ces déclarations à l'état civil, le ministère de l'Intérieur réfléchit sur une meilleure stratégie de communication. Michel Digré. Selon les chiffres de l'annuaire de l'état civil en Côte d'Ivoire, la moitié des enfants nés entre 2014 et 2016 n'ont pas été déclarés dans les délais légaux. Le taux de déclaration des naissances en 2017, lui, est estimé à 54%. Cela voudrait dire qu'environ 35% des naissances n'ont pas été déclarées à l'état civil. Une situation préjudiciable pour les concernés si rien n'est fait pour leur attribuer une existence juridique. Pour remédier durablement à la non-déclaration des naissances à l'état civil, le ministère de l'Intérieur réfléchit sur une stratégie de communication efficiente. Lago Dago Diaye, directeur général de la décentralisation, donne les enjeux de cet atelier qui réunit les professionnels de la communication et les acteurs de l'état civil en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui ce taux s'est nettement amélioré, il y a encore quelques poches de résistance. Il convient donc de conjuguer nos efforts par une synergie d'actions. Ces actions pourraient mettre en relief la planification et le développement d'activités de sensibilisation et de communication mieux élaborées, plus adaptées aussi bien au contexte qu'à la cible. C'est pourquoi le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité envisage donc d'élaborer une stratégie nationale de communication pour le changement social et comportemental sur l'enregistrement des naissances et des décès à l'état civil. Ces réflexions pour l'élaboration de la stratégie de communication permettront d'hiérarchiser les problèmes prioritaires à résoudre, de définir les messages clés à adresser aux populations cibles, afin de déterminer les axes stratégiques et canaux de communication. Parlons maintenant de l'électrification rurale. Le ministre Kobena Kwesi Adjoumani a procédé le week-end dernier à la connexion du réseau électrique national de 3 localités de la région du Gontougo. Ce sont les villages de Zéré, de Kandena et de Kounfao. Traorima. Zéré et Kandena dans la sous-préfecture de Tabagne. Kwafo Akidam dans la sous-préfecture de Sorobango. 3 villages qui peuvent enfin rayer l'électrification de la liste de leurs priorités. Ces 3 localités sont désormais connectées au réseau électrique national. Un pas vers le développement que les populations de ces villages ont tenu à célébrer en présence du ministre Kobena Kwesi Adjoumani et du secrétaire d'État Siaka Ouattara, tous 2 cadres de la région du Gontougo. Durant ces 7 dernières années, le taux d'électrification des villages de la sous-préfecture de Tabagne est passé de 5 à 70%. Dans la sous-préfecture de Sorobango, 11 villages bénéficient déjà de la lumière. Ce sont des faits qui marquent
notre région et pour lesquels nos parents ne peuvent rester indifférents. C'est pour cela qu'à l'occasion de ces cérémonies, ils ont pris l'engagement de rendre hommage au chef de l'État, lui dire merci pour ses actions de développement et également pour la promotion qu'il fait pour certains de nos cadres. En marge de cette fête de la lumière à Kwafo Akidam, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani a investi Naman Assare Adou-Kwadio en qualité de nouveau président de l'association des chefs traditionnels des sous-préfectures de Soro-Bango et Tagadi, une association qui s'engage à œuvrer pour la cohésion sociale et le développement du Gontougo. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Seka, lui était à Grand-Alépé. Il est fils de la localité, mais il est allé en tant qu'invité spécial pour assister à la sortie de la génération Djigbo 2000. Il a saisi l'occasion pour parler de paix et d'unité. Aboubakar Chekekone. Les populations de Grand-Alépé, localité située dans la région de Lamé, ont pris d'assaut la place publique de la ville pour prendre part à la sortie de la génération Djigbo 2000. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, professeur Seka, invité spécial, a adressé un message de paix et d'unité aux filles et fils de la région. Cette solidarité, cette cohésion instaurée, imposée par la pratique des générations puisse nous permettre d'avoir la culture de la paix, la culture du pardon, la culture de la tolérance, pour que Alépé soit le creuset de la recherche effrénée de la paix, de la cohésion, de la solidarité pour un développement harmonieux de notre pays. Les différentes générations présentes ont saisi l'occasion pour faire du ministre un des leurs. Les festivités marquant cette sortie officielle ont débuté le 3 août. La sortie de génération est une danse guerrière qui est célébrée tous les 18 ans autour de 3 générations, à savoir la génération Ngréchoué, Nyando et Djigbo. Autre sujet, 175 prisonniers de la crise post-électorale sur 300 ont été libérés. Certains ont été rencontrés hier lundi à la MACA, la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Ces ex-détenus se réjouissent de cette libération et remercient le président de la République, Alassane Ouattara, Ahmed Traoré, Gabriel Zadi. Anciennement leader de jeunesse et opérateur économique, Agnès Melej Fred est âgée de 38 ans. 6 ans durant, il a séjourné à la MACA, la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Il a retrouvé la liberté ce lundi 13 août. Agnès Melej Fred fait partie des 300 prisonniers de la crise post-électorale qui ont bénéficié de l'amnistie signée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Une liberté qu'il savoure, lui et ses co-détenus. Pour nous, depuis longtemps, nous avons dit que les problèmes peuvent se régler entre nous les Ivoiriens. Et voilà qu'aujourd'hui, tous les camarades, tout le monde se retrouve dehors. Et vous voyez la joie, vous voyez l'ambiance, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est un acte fort qui va booster la réconciliation. L'amnistie est bien arrivée et ça a permis une décrispation au niveau de tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est une joie, une fierté pour le pays. On sent un grand pas vers la réconciliation. Après la MACA, nous nous sommes rendus à Yopougon-Selmer pour rencontrer un autre ex-détenu qui a retrouvé sa famille 5 ans après son incarcération. L'émotion est totale. Quand tu traverses tout ce qu'on a traversé et que tu retrouves la famille, franchement, les mots manquent. On ne sait même pas quoi dire. Tout simplement, c'est de remercier le président de la République pour ce qu'il a fait et qu'il continue de faire. Aujourd'hui, mon petit frère, Théophile Zaourou est dehors. Mon petit blanc, mon trésor, 5 ans en prison. On était dépaysés. On a pensé que la vie s'était arrêtée. Mais aujourd'hui, là, on retrouve la vie. À ce jour, 175 prisonniers sur les 300 concernés par l'amnistie ont retrouvé la liberté. Selon le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le collectif des prisonniers de la crise post-électorale entend parcourir le pays pour prôner le pardon et la réconciliation.
Le 6 août dernier, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris une ordonnance d'amnistie pour 800 personnes en prison liées à la crise post-électorale entre 2010 et 2011. Cette amnistie est la deuxième du genre en lien avec la crise de 2002. Que referme ce terme? Quelle procédure pour libérer les prisonniers, les 800 individus? Le président de la République, Alassane Ouattara, a-t-il respecté les procédures avec l'ordonnance de l'amnistie? Ouattara Lansina et Gabriel Zani nous en parlent. Les bénéficiaires de l'ordonnance d'amnistie prise par le chef de l'État ont désormais un casier judiciaire qui ne fait pas mention des actes commis pendant la crise post-électorale. Ça veut dire concrètement que par cette ordonnance qui a été prise le 6 août 2018, toutes les personnes concernées sont lavées de toute procédure judiciaire les concernant. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout été poursuivis. Ces personnes ne peuvent plus être poursuivies. Il y a des personnes qui ont été poursuivies, dont la procédure se trouve à l'instruction devant le juge d'instruction. Il est mis fin à l'instruction de cette procédure et ces dossiers sont classés au greffe. En clair, il est interdit à quiconque de chercher ou de faire cas des actes amnistiés sous peine de sanction. L'amnistie est cependant différente de la grâce présidentielle. En droit pénal, c'est une suppression ou une réduction de la sanction. Par l'effet de la grâce, le condamné ne subit pas sa peine. Donc, il est dispensé de l'exécution de la peine. Dans la libération des 800 personnes, il s'agit avant tout de procédures. Car même si la décision du président est immédiatement exécutoire, il n'en demeure pas moins qu'il faut se conformer aux méthodes de l'administration judiciaire. Il y a une procédure qui est suivie. Et la procédure est fonction de la situation pénale de chaque individu. Sur la question de savoir si la prise de l'ordonnance est en droite ligne des procédures, pas de doute. La première possibilité, c'est que le président de la République parte à l'Assemblée nationale pour présenter la loi, ou bien envoie un émissaire, un commissaire du gouvernement, pour présenter la loi d'amnistie. Ça, c'est une possibilité, les députés votent. La seconde possibilité, c'est que le président de la République se fasse habiliter à agir par voie d'ordonnance. C'est cette seconde possibilité qui a été choisie. Elle a la même valeur que la première. Donc, à partir du moment où le président de la République a été habilité, alors il prend l'ordonnance. Après, il va retourner devant l'Assemblée nationale ou par un émissaire ou un commissaire du gouvernement pour obtenir la ratification de l'ordonnance. Donc, à ce niveau, il ne doit pas avoir de polémique. Voilà, peu importe, les effets sont les mêmes. C'est une question de procédure. Ainsi, dans cette forme de pardon social, le président de la République a voulu la symbolique du 7 août, fête de l'indépendance, pour marquer un tournant de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Promotion du genre dans l'armée. L'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire totalise 2% de femmes. L'une des ambitions du président de la République est d'atteindre le taux de 20%. Pour y arriver, plusieurs actions sont menées, au nombre desquelles le plaidoyer pour la promotion du genre et du sexe dans les armées ivoiriennes. Et c'est une initiative de la coordination africaine des droits de l'homme pour les armées. Walter Amadou Ouattara. La rencontre s'inscrit dans le cadre d'un plaidoyer pour la promotion du genre et l'égalité des sexes dans les armées ivoiriennes. Il s'agit pour la CADA, Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, de faire prendre des résolutions afin d'inciter les autorités à faciliter l'accès des forces armées aux femmes. Je suis très content que nous ayons le commandant de NSOA aujourd'hui, qui est une femme, qui a participé en son temps avec nous, la CADA, à la formation. Une femme à la tête de l'armée de Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? La place de la femme au sein des armées et de sécurité, tel est le thème de cette rencontre. L'historique, les avancées et le pourcentage des femmes dans l'armée sont entre autres les points abordés. L'intégration du genre dans les armées est une réalité. Aujourd'hui, les forces armées de Côte d'Ivoire sont à 2% d'utilisation. Par rapport à la vision du chef de l'État, d'ici 2020, de passer à 20%, d'énormes efforts sont à consentir. Nous pensons que cela peut se faire. L'activité est financée par la CNDHCI,
Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, dans le but de soutenir les actions du gouvernement et de lutter contre les violences basées sur le genre. L'État passe par la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire pour octroyer des subventions aux organisations de la société civile. La coordination des ONG pour la promotion des droits de l'homme dans les armées a soumissionné et a obtenu un financement pour faire de la sensibilisation. En Côte d'Ivoire, c'est en 1961 que les femmes ont intégré l'armée en tant que cuisinières, couturières, aides-soignantes et éléments du service civique. L'examen périodique universel est un instrument des droits de l'homme de l'ONU qui permet de dresser un état des lieux des droits de l'homme selon un calendrier fixé aux pays membres avant sa prochaine session. Il a ouvert ses consultations avec les ministères techniques ivoiriens impliqués. Objectif, rédiger un rapport d'évaluation et prendre en compte les recommandations de ces ministères. Retrouvons Amadou Ouattara Walter. Sur 186 recommandations reçues, le gouvernement a endossé 178. Ces recommandations sont constituées d'articles relatifs au respect des droits de l'homme, notamment au droit à la santé, au droit à l'éducation. Avant le prochain examen de la Côte d'Ivoire pour le 3e cycle, prévu en 2019 au Conseil des droits de l'homme à Genève, en Suisse, le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme conduit des consultations autour de l'EPU, examen périodique universel. Aujourd'hui, on fait donc l'état des lieux et ses recommandations pour faire ressortir cet état des lieux, de travailler dans différents domaines. Et comme ça, nous serons déjà prêts pour déposer le premier rapport en septembre, avant d'aller donc aux Nations Unies. Les ministères techniques, les organisations de la société civile, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire sont entre autres les participants à cette rencontre. Il s'agit pour eux de faire une évaluation et des propositions. Il y a de grands points déjà que l'État s'est engagé à l'école obligatoire de 0 à 16 ans. Il y a qu'il faut multiplier les structures d'accueil, y trouver des enseignants pour y enseigner, accompagner par exemple des cantines scolaires qui permettraient de garder la jeune fille à l'école, le jeune garçon à l'école. Il y a aussi que sur le plan de la santé, les plateaux techniques continuent davantage d'être améliorés. Il y a un vaste programme de réhabilitation certes des hôpitaux, mais il y a que les efforts doivent être poursuivis. Des vœux ont été également formulés, au nombre desquels la révision du document de politique genre, la délivrance du certificat médical gratuit par les médecins. L'initiative ivoirienne pour l'évaluation a procédé à la remise de prix aux professionnels de la recherche dans les catégories mémoire et thèse, travaux de recherche et projets de structure. Il s'agit du prix évaluation d'or qui a pour but de récompenser les projets et programmes des structures qui intègrent le suivi et l'évaluation dans leur fonctionnement. Patricia Omouetia. Valoriser, accroître, promouvoir l'excellence et la performance dans nos organisations. C'est le but de l'initiative ivoirienne pour l'évaluation. Pour cette 4e édition, le premier prix a été décerné à Camara Joël Habib. Ces travaux ont porté sur l'indicateur d'évaluation pour la stabilité du secteur bancaire ivoirien. Thio Seydou, qui a remporté le 2e prix, a axé ses travaux sur la pérennisation de la banane plantain. Un autre lauréat dans la catégorie projet et structure. L'objectif de cette étude a été de confectionner un indice de stress financier, qui est une agrégation de variables financières et macroéconomiques en vue d'évaluer la stabilité du secteur bancaire ivoirien dans une perspective de prévention et d'anticipation de crises financières sévères et catastrophiques. Il était question de trouver des alternatives aux produits chimiques que nous utilisons couramment, qui polluent l'environnement et qui nuisent à la santé de l'homme. Nous avons mis en place certains biopesticides qui permettent de lutter contre les maladies ravageurs du bananier. Pour Samuel Kwaku, initiateur, cette structure qui prône l'excellence a permis aux lauréats des éditions passées d'obtenir des emplois. Nous avons initié ce prix parce que nous avons vu en Côte d'Ivoire un vide en matière de promotion de l'évaluation, mais également sur des questions de bonne gouvernance. L'un de nos lauréats, notamment le premier prix en mémoire et thèse, un jeune ivoirien, et a pu, n'est-ce pas, avoir un poste dans un organisme international. Et nous, pour nous, c'est vraiment une fierté et qui montre que tout l'effort que nous mettons
en place pour pouvoir promouvoir l'évaluation n'est pas un effort vain. Le prix d'excellence Évaluation d'or a pour objectif de récompenser les projets et programmes des structures et institutions qui ont intégré le suivi et l'évaluation dans leur fonctionnement. Et cette information, la communauté musulmane ivoirienne va célébrer la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébi le mardi 21 août prochain, à l'instar des autres musulmans du monde entier, sur la base de la déclaration du Haut Conseil judiciaire des oulémas du Royaume d'Arabie Saoudite. La station d'Arafat aura lieu le lundi 20 août 2018. Par conséquent, la fête de la Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire le mardi 21 août 2018, selon le COSIM. Les pèlerins ivoiriens sont présentement en terre sainte en Arabie Saoudite dans le cadre du pèlerinage à la Mecque. Pour leur permettre de bien accomplir le 5e pilier de l'islam, plusieurs commissions ont été mises en place par les autorités ivoiriennes. Moussa Kodaté. 6 800 candidats enregistrés pour le Hajj 2018 en Côte d'Ivoire, dont 5 000 du contingent étatique. De leur première escale à Médine, les pèlerins ivoiriens au compte du commissariat du Hajj bénéficient aussitôt d'encadrement. Un suivi qui débute depuis l'aéroport jusqu'au lieu de résidence. Le déplacement des personnes, le convoi des bagages, des tâches dévolues à la commission transport. D'abord une équipe qui est déployée depuis l'immigration, au passage au scanner par la douane. Et ensuite, il y a une autre équipe qui prend le relais, qui achemine les gens vers les cars qui sont mis à nos dispositions. Pour cette année, c'est 11 cars que les pèlerins depuis Abidjan connaissent le numéro de car. Et dès qu'ils arrivent, ils vont directement dans leur car. L'hôtel est connu et les cars s'acheminent avec un guide vers l'hôtel. Notre système de classement par car fait école ici. Une fois à l'hôtel, tout se met en place pour le logement. La commission hébergement rassure, tous les pèlerins seront logés. Vous avez trouvé qu'il y a des chambres de 5 lits, 6 lits, 7 lits au maximum. Voilà. Mais dans un hôtel de 5 étoiles, donc on rassure toute la nation ivoirienne, tous les Ivoiriens, que les 5000 pèlerins seront logés. Depuis Abidjan, on avait nos tickets d'hébergement. Donc c'était rapide et vraiment on n'a pas eu à attendre longtemps. Les pèlerins ivoiriens à Médine résident non loin de la grande mosquée de la ville. Un positionnement avec d'énormes avantages selon les guides religieux. Celui qui réussit à avoir 40 prières dans la Sainte Mosquée, Dieu lui inscrit 2 immunités. Une immunité contre l'enfer et une immunité contre l'hypocrisie. Donc, c'est cet avantage-là que nous venons rechercher à Médine. Ça a été toujours le cri de cœur de nos pèlerins et nos autorités ont donné avis favorable à ce cri-là. Nous les en remercions et prions Dieu pour eux. Je suis à 3 minutes de la mosquée. C'est-à-dire de ma chambre d'hôtel, je vois la mosquée. Ça, c'est impeccable. Donc, aucune prière ne peut nous échapper. La question du logement géré, une autre équation à résoudre, la restauration. Point essentiel des inquiétudes des pèlerins. Là encore, des notes de satisfaction, malgré la grande affluence aux heures de repas. Oui, il faut dire qu'au niveau de la restauration, nous nous basons plus sur ceux qui sont ici, parce qu'il n'y a seulement qu'une vingtaine de personnes qui viennent d'Abidjan. Donc ici, on a des locaux qu'on recrute, qui nous donnent vraiment main forte. C'est l'occasion effectivement de les féliciter, de les encourager pour l'effort qu'ils font pour soutenir la commission restauration. Quand je suis venu, on m'a montré qu'il faut aller prendre les plats. Donc j'ai pris le plat, on m'a donné le dessert. Donc vraiment, je suis satisfait pour ça. En plus d'être bien nourris et bien logés, les pèlerins ivoiriens peuvent être pris en charge en cas de maladie par l'équipe médicale. Il y a une équipe médicale à bord de chaque vol. Et chaque équipe médicale est censée gérer son vol. Il n'y a vraiment pas de cas graves. C'est des bobos. Le seul cas auquel on pourrait s'attarder, c'est sur le premier vol. Il y a eu un pèlerin qui a fait une rétention d'urine. Et le deuxième vol aussi, il y a eu une rétention d'urine. Depuis l'aéroport, on les a accompagnés à l'infirmerie de l'aéroport et on leur a fait mettre des sondes et puis bon, tout se passe bien. Chaque fois même qu'on va pour les voir, ils sont absents, ils sont occultes, donc tout se passe bien. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que déjà à l'intérieur du vol, en venant,
la commission médicale était en tous nos petits soins. Il n'y a pas de petits bobos, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Et jusqu'à présent, dans les chambres d'hôtel, les visites médicales vraiment sont régulières. Et sur le point santé, les pèlerins sont bien suivis. Bravo au commissariat au Hadj, bravo à l'État de Côte d'Ivoire. D'autres commissions sont également à l'œuvre. Il s'agit de la commission sécurité pour veiller à la discipline, la commission sociale pour apporter assistance aux personnes vulnérables. Aussi, la commission religieuse pour les enseignements et informations utiles sur le Hadj. Toutes ces dispositions prises par les autorités ivoiriennes et guides religieux permettent aux pèlerins d'accomplir aisément le Hadj, le 5e pilier de l'islam. Et terminons cette édition avec cette information. Le candidat de l'opposition au Mali, Soumaïla Cissé, rejette depuis hier lundi à l'avance déjà les résultats du second tour de la présidentielle entachés selon lui de fraude. Et il appelle les Maliens à se lever, rappelant que pour le second tour, Soumaïla Cissé était opposé dimanche dernier au président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà, c'est la fin de cette édition supervisée par Jean-Jacques Kwame Ala. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi et resté avec nous sur RTI1.